Bonjour. Bonjour, vous venez pour l'entretien? C'est ça, ouais. Oui, mais c'est pas ici, ils ont changé de lieu de C'est pas vrai. d'entretien. Mais c'est où? Non, je plaisante, allez-y. Oh, Bonne chance. bonne journée. Merci. Je vous présente Guylain, je vous laisse vous installer, on va démarrer. Bonjour, bienvenue. Bonjour Guilain. Alors tout d'abord, merci d'être là, d'avoir répondu à notre entretien pour ce poste, puisque, comme vous le savez, on cherche à étoffer notre équipe de recrutement pour travailler sur le potentiel. Et donc aujourd'hui, on va avoir besoin que vous nous montriez comment recruter sur le potentiel pour des besoins et voire même parler de parcours de développement. C'est bon pour vous? Très bien. Super. Alors ma première question, c'est pourquoi recruter uniquement sur les compétences est une erreur aujourd'hui? Alors moi je pense que recruter uniquement sur les compétences aujourd'hui, c'est une erreur parce que miser sur des compétences, à la fois compétences techniques et même compétences métiers, c'est miser uniquement sur quelque chose qui peut être amené à être obsolète. Et vraiment, même les compétences métiers aujourd'hui, avec notamment l'avènement de l'IA, peuvent vraiment être amenées à être complètement, alors pas forcément toutes automatisées, mais en tout cas revoir la manière dont on fonctionne. Donc, les métiers sont amenés à changer, les compétences sont amenées à changer, les entreprises elles-mêmes se transforment depuis toujours. Moi, je travaille chez un acteur majeur de la transformation et de l'innovation technologique qui s'appelle SAP. Et depuis sa création, dans les années 70 à aujourd'hui, c'est une entreprise qui n'a eu de cesse de changer pour faire face à un marché en recomposition, avec l'avènement d'acteurs disruptifs qui sont venus clairement menacer l'hégémonie de cette entreprise. Donc la transformation fait partie de notre ADN, par exemple, et à ce titre-là, notre culture d'entreprise prend en considération ces éléments et encourage et cultive un certain nombre de comportements. Alors, notre culture d'entreprise a un nom, nous on parle de growth culture, et la growth culture va se manifester à travers plusieurs comportements, plusieurs attitudes qu'on va encourager dans l'entreprise. Une des premières qui est importante pour moi, c'est le comportement qui s'appelle We Take Charge. Et donc ça veut dire que dans un monde qui bouge, dans un monde qui évolue, savoir prendre le lead sur les sujets, savoir mener à terme un projet, savoir aussi se dire tiens, il y a un sujet qui arrive, alors je ne suis pas nécessairement la personne qui doit prendre le sujet, mais mon rôle est clé, donc je ne vais pas me dire « Ah tiens, je laisse couler » et puis voilà. C'est de se dire « Ok, je prends les sujets. Si ce n'est pas chez moi que, par exemple, la personne qui doit le faire n'a pas vu ou n'agit pas, aller contacter cette personne. » Donc c'est vraiment une capacité aussi d'agentivité, d'assertivité. Donc ça, c'est un élément clé. Prendre des décisions aussi dans un monde qui change, faire preuve aussi de résilience, etc. On a aussi plein d'autres compétences, donc je ne vais pas parler de toutes, les compétences / behaviors, mais il y a aussi le We Act with Transparency. Donc, we take charge, ok, on prend les sujets, mais aussi savoir être transparent, savoir alerter quand nécessaire, savoir aussi dire non, c'est-à-dire aussi pouvoir se dire que cette manière de faire, dans ce temps donné, ce ne sera pas possible. Donc être en capacité aussi, pareil aussi là de faire preuve d'assertivité, mais dans une capacité à dire non. Et un dernier comportement que moi j'aimerais bien mettre en avant, c'est le we win as one. Donc savoir travailler en équipe, parce que la compétence technique, évidemment, c'est très important, mais quelqu'un qui avance dans son coin, qui ne travaille pas avec les autres, peut-être dans une logique un petit peu court-termiste, réussira à faire les choses, mais dans une logique plus long terme, ça ne fonctionnera pas. Donc ça fait partie des éléments clés. Et donc pour revenir à votre question, en effet, recruter uniquement sur la base de compétences techniques ou métiers dans un monde qui change, ça ne fonctionne pas. Et c'est plus que nécessaire que les entreprises, aujourd'hui, prennent ça en considération pour penser le monde de demain, justement. C'est compliqué sur des profils tech, justement, de trouver des personnes qui ont cet esprit du collectif? Non. Alors après, chez SAP, on ne recrute pas que des profils
purement technique, il y a souvent aussi une dimension. Et d'ailleurs, je pense que c'est très rare maintenant qu'on recrute que des profils techniques. Il y a toujours une dimension très importante autour des soft skills, du relationnel, la capacité à travailler en équipe. Je pense que c'est un peu un mythe qui a la peau dure de croire qu'un expert technique va faire son truc dans son coin. Ouais. On travaille nécessairement avec les autres. Et moi, par expérience, j'ai pu recruter des profils, même là récemment, autour de l'IA, donc des profils assez juniors. Mais pour le coup, excellent relationnel, une vraie curiosité. Alors, il y en a certainement, on ne les sélectionne pas. Comment vous évaluez parce que bon, j'entends le discours de dire on ne recrute pas uniquement sur la compétence technique, on recrute aussi sur les soft skills parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir ces compétences qui permettent plus d'adaptabilité de la part des candidats, des futurs salariés. Mais comment vous objectivez l'évaluation de ces compétences? Alors, pour réussir à objectiver ce qui peut apparaître comme étant subjectif, notamment tous les éléments liés aux soft skills, au tempérament, à la personnalité, en recrutement, il y a un certain nombre de méthodes, de process qu'on peut mettre en place. La première des choses, c'est la mise en place d'entretiens comportementaux. Donc les entretiens comportementaux, ils partent du principe qu'un comportement donné dans une situation donnée, présente ou passée, est un très bon indicateur de la manière dont vous pourrez être amené à vous comporter dans un futur proche. Donc c'est un petit peu la base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de poser des questions, soit comportementales, soit situationnelles. Une question comportementale, c'est, on va vous demander par exemple de nous parler d'un conflit que vous avez été amené à gérer, comment ça s'est passé, etc. Et moi, par exemple, le type de question que je peux poser, c'est pouvez-vous me parler d'un conflit que vous avez été amené à gérer, un conflit où il y avait alors une forte conflictualité, et la résolution de ce conflit n'est pas passée uniquement par la résolution d'un problème technique, mais aussi résolution d'un élément lié à une dimension relationnelle, parce que je pense que les deux sont importants. Ce qu'on va chercher à évaluer, donc là c'est vraiment la capacité de la personne à gérer des situations de tension, de conflit, etc., et gérer le relationnel. Donc la première des choses qu'on va lui demander, tout en l'écoutant, c'est ok, parlez-moi de la situation à laquelle vous avez été confronté. Parlez-moi de la tâche que vous avez dû appréhender, et ensuite parlez-moi de l'action. Comment avez-vous abordé cette situation? Et enfin, quel a été le résultat? Donc, quand on a cette structuration-là, alors la personne vous pose une question, la personne répond, mais on n'hésite pas à rebondir pour bien saisir ça de manière assez factuelle. Et à la fin aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de demander si vous pouviez faire autrement, qu'auriez-vous fait? Parce que ça montre aussi qu'on essaie d'assesser aussi la capacité du candidat à se remettre en question, à imaginer les choses différemment. Donc ça, c'est la première chose, entretien comportemental, avec, je vous ai parlé des growth behaviors, c'est de tous les behaviors que j'ai partagés au départ. Donc ça, c'est une structure, en tout cas chez SAP, et c'est un fil conducteur pour nos entretiens. Ensuite, on peut aussi mettre en avant ce qu'on appelle chez nous des panels. Donc, ce sont des entretiens vraiment en situation où on va donner aux collaborateurs un cas, une étude à préparer, et on va les assesser avec plusieurs assesseurs de différentes équipes, toujours en dimension compétences opérationnelles, techniques et soft skills. Et là, c'est assez chouette parce que parfois, on a aussi des gens qui se révèlent. Là, vous parlez plus de mobilité interne. Non, je parle vraiment des... Là, on est sur là, du c'est tout, recrutement pour encore. tout le monde. Là, Ok. vraiment, tout Ok. le monde. Alors, pas tout le monde. Pour certains types de métiers, par exemple, on peut être amené soit à faire des entretiens classiques purement RH, entretien opérationnel, etc., soit entretien RH, panel. Alors, je dois dire que ça fait quand même quelques années qu'on généralise les panels chez SAP. Ok. Quasiment tous les profils, parce que ça fonctionne hyper bien. Ça permet d'apporter une structure. Et donc voilà, donc les panels. Et à la fin aussi, feedback croisé. Comme ça, on peut aussi confronter nos points de vue. On a aussi un outil chez SAP qui s'appelle SuccessFactors, qui nous permet aussi de documenter les feedbacks, toujours sur la base de compétences, d'avoir une vision globale. Donc tous ces éléments-là permettent en effet d'avoir... de tenter au maximum d'objectiver quelque chose qui est particulièrement subjectif. Donc en effet, avec méthode et des process, une entreprise, dans le cadre d'un processus de recrutement externe, mais interne également, peut être amenée à mitiger tous ces éléments hyper subjectifs. Alors à mon tour, du coup, je vous mets en situation. Un candidat très bon techniquement, pas du tout le fit culturel, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, très bon techniquement. Alors après, on peut dire très bon opérationnellement, voilà, de manière générale. Très bon techniquement, pas de fit culturel, du coup, c'est ça? C'est ça? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Alors après, il faut assesser de quoi on parle. Si on a quelqu'un face à nous qui est en capacité quand même, nous, on va souvent dire, est-ce qu'il est coachable? Alors, j'ai un accent qui n'est pas génial. Voilà. Est-ce qu'il est coachable? Est-ce qu'on peut le coacher? Est-ce qu'on peut le coacher? Est-ce que finalement, oui, il n'y a pas un fit complet, mais est-ce qu'on sent qu'on peut le coacher? Et tout à l'heure, je vous ai partagé par exemple une question qui invite aussi à l'introspection, à l'analyse. Qu'est-ce que vous aurez fait différemment? On peut poser d'autres questions, par exemple. Parlez-moi d'une situation où vous avez été amené à changer d'avis sur une position que vous aviez, qui était très ferme chez vous, par exemple. Potentiellement même définitive. Donc ça permet d'évaluer ça. Donc ça, c'est des choses qu'on va chercher à évoluer. Si on pense que c'est possible, on y va. Parce qu'il faut aussi être réaliste, hein. Il y a une réalité terrain, un besoin business court terme. Puis après, derrière, il y a le long terme. Si on a une personne qui est coachable, écoutez, pourquoi pas. Si on a une personne où on sent que vraiment ça ne va pas du tout le faire, l'idée, c'est plutôt de se dire non, on va continuer la recherche. Pourquoi? Parce que derrière, quelqu'un comme ça, alors je sais pas, il est pas, je connais pas le candidat auquel vous faites allusion, mais imaginons que ce soit quelqu'un qui soit pas motivé, quelqu'un qui soit un petit peu Ce toxique. que voulait dire Guilain, c'est est-ce qu'il vous arrive de recruter des profils un peu atypiques par rapport à, enfin, qui ont des parcours atypiques, pas classiques, par rapport à un besoin métier actuel? Je ne sais pas, admettons, vous avez besoin de recruter un recruteur ou une recruteuse, et finalement, cette personne n'a pas forcément l'expérience attendue, a peut-être fait plus de commerce, Non, ça, mais est-ce que vous êtes en capacité de faire Pas ça très bien. aujourd'hui? Oui. Alors ça, c'est encore autre chose parce que votre question, c'est quelqu'un qui colle techniquement et qui ne marche pas d'un point de vue culturel. Donc la réponse est plutôt non. Sur votre question, c'est autre chose. Quelqu'un, pour le coup, qui a un très bon fit culturel, qui a les bonnes compétences, la bonne agilité intellectuelle, etc., qui a la bonne motivation, oui, ça nous arrive et ça nous arrive vraiment régulièrement. Alors après, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. C'est-à-dire que les managers, en général, ont un besoin, ont un petit peu le besoin qui est le mouton à 5 pattes. Enfin, ça, c'est vraiment l'expérience du recruteur. On sait que c'est comme ça. Classique. Et donc, ce qu'on va faire, nous, c'est déjà, pourquoi pas, hein, on ouvre la cible dès le départ, on va essayer de chercher ça, et puis en fait, on ne trouve pas. Donc, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne trouve pas cette ressource. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu un état du marché, parce que on peut être amené à faire ça, on peut être amené à prendre des paris, les managers peuvent le faire, mais il faut qu'ils comprennent que sur le marché, on n'a pas trouvé la ressource qu'ils recherchent. On n'a pas trouvé le mouton à 5 pattes. Donc ça veut dire déjà accompagner les managers au quotidien, leur montrer les profils. On se rend compte qu'on ne trouve pas. Parfois on trouve le profil technique parfait, qui a vraiment tout ce qu'on recherche, mais qui ne matche pas au niveau de l'attitude, de la posture, etc. Et donc pour réussir à prendre ces paris-là, il faut aussi se rendre compte de l'état du marché, pour revoir un peu les critères, et c'est notre rôle à nous, en tant que recruteurs, d'aller tirer la flexibilité. Et donc, oui, ça nous arrive, mais ça nous arrive d'abord parce qu'on a travaillé main dans la main avec les managers, que les managers ont compris quel était le marché, ont compris que la ressource qu'ils recherchent n'existe pas nécessairement. Et du coup, sur cette base, on peut en effet justement travailler la flexibilité et leur proposer des candidats en disant voilà, cette personne n'a pas tout, mais c'est clairement quelqu'un qui va savoir, qui sait apprendre, qui a une très forte autonomie, qui a une capacité de résilience, qui déjà, c'est assez surprenant, une très belle maturité. Rencontre-la, tu verras. Et souvent, ça fonctionne. On a beaucoup de recrutements comme ça, de profils parfois plus juniors que la cible. Et après, on a aussi de beaux exemples, notamment en mobilité interne, de profils atypiques, puisqu'on a pu recruter, par exemple, des recruteurs sur des métiers plutôt business. On a recruté, par exemple, la personne que moi j'ai remplacée quand je suis arrivée chez SAP, d'ailleurs qui m'a cooptée, qui est devenue avant-vente, donc un profil avant-vente senior, et qui vend notre solution, du coup, SuccessFactors. Alors justement, vous parlez de mobilité interne. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un vrai parcours ou est-ce que c'est du discours RH? Alors, c'est un vrai parcours chez SAP pour le coup. Là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous partager les chiffres, mais en tout cas, il y a une partie importante de nos recrutements annuels qui sont de la mobilité interne et internationale. Donc, il y a vraiment les deux. On a aussi cette capacité à accompagner les candidats dans le cadre de mobilité internationale. Et alors du coup, c'est un vrai parcours en effet parce que alors les chiffres le prouvent dans le sens qu'on a beaucoup de recrutements internes. Tous nos postes sont ouverts à l'interne et à l'externe.
On a aussi un minimum de jours de posting pour que tout le monde puisse avoir accès à ces postes-là. On va aussi mettre en place des newsletters qui permettent à tous les collaborateurs d'avoir accès aux postes. On va faire des communications un peu partout, sur tous les étages, sur tous les écrans, sur nos postes ouverts. Aussi pour que tous les collaborateurs puissent postuler à ces postes-là. On a aussi mis en place chez SAP un fellowship. Alors plein d'entreprises mettent ce type de dispositif en place, c'est un petit peu comme un Vie ma vie. Par contre, c'est pas 2 ou 3 jours. Là, c'est vraiment une plateforme dédiée. Et en fait, vous avez de vraies opportunités qui peuvent être proposées par des managers du monde entier, avec des durées qui peuvent être soit de, je sais pas moi, 3 mois, 6 mois, parfois même 1 an. C'est une immersion complète. C'est une vraie immersion. Donc, par contre, c'est pas forcément du 100%. Ça peut être du 40%, machin, en accord avec les managers, par contre, parce qu'il y a aussi les enjeux business derrière. Mais ça fait partie aussi des plans de développement des collaborateurs. Est-ce que ça peut être un frein majeur, ça, en accord avec les managers, dans certains cas, ou est-ce que c'est vraiment dans la culture? Non, mais c'est la culture. En fait, ça fait vraiment partie du plan de développement des collaborateurs. Donc, ça peut être un frein. Je pense que parfois, s'il y a des enjeux business très très forts, on ne peut pas vous laisser partir pendant 6 mois sur autre chose, mais ça fonctionne. D'ailleurs, chez nous, on encourage les collaborateurs à évoluer. On demande aux collaborateurs, de rester 1 an dans leur poste minimum avant de bouger, ce qui n'est pas énorme. Vraiment. Vous en êtes à combien, hein? Moi, je ne sais plus du tout, mais moi, j'adore ce que je fais. Et alors, j'en profite justement pour peut-être rebondir et expliquer autre chose sur les processus de mobilité interne. Chez SAP, on est aussi en capacité, en effet, donc de valoriser des trajectoires un petit peu d'évolution, on va dire horizontale. Vous faites autre chose, vous êtes recruteur, vous devenez avant-vente, vous devenez commercial, vous devenez, je sais pas quoi, Customer Success Partner. Ça, c'est possible. Mais après, de manière aussi traditionnelle, on est aussi en capacité de valoriser les trajectoires verticales on évolue, on prend des grades, on a des promotions, etc. On devient expert, on devient le bras droit de son manager. Et ça, ce sont aussi des trajectoires qui peuvent exister. Et moi, c'est ma trajectoire, par exemple. Puisque c'est vraiment mon métier me passionne, j'adore ça et j'ai pas forcément, pour l'instant, envie de faire autre chose. Tout est possible. Et puis, si demain j'ai envie, ce sera possible. Il y a les fellowships, il y a tous ces dispositifs-là. Et alors, ce que je veux dire aussi, qui est aussi hyper intéressant, à mon avis, chez SAP, donc j'ai parlé de ces trajectoires comme ça, on évolue et on gagne en seniorité. Et après, à un moment, il y a tronc commun et trajectoire managériale ou expert. On est en capacité chez SAP de valoriser financièrement ces profils. Donc, il n'y a pas... Le management, c'est pas la voie ultime, c'est pas la voie royale. C'est une voie parmi d'autres. Et donc, ça évite aussi de potentielles erreurs de casting parce qu'être manager, c'est pas forcément fait pour tout le monde. On peut être un excellent expert sans forcément avoir des velléités à manager. Voilà. Merci Maëva. Merci beaucoup. On reviendra vers vous pour la suite du processus. Et puis à très bientôt. À bientôt.